Je crois que quand tu étais jeune, Oui, tu es allé voir un oui. spectacle de Sacha Guitry avec ta Avec mère. ma mère, oui. Qu'est-ce que tu as comme souvenir? Mais j'ai un souvenir parce que moi qui suis comédien, avant j'avais pas fait attention à ça, mais ça me revient maintenant que quand les trois coups se donnaient, Sacha Guitry n'était pas sur scène et on entendait les applaudissements, c'est Sacha Guitry qu'on voulait avoir, et derrière le décor, j'entendais une voix qui disait j'arrive. Il arrivait et il applaudissait avant de jouer, il applaudissait, il remerciait les gens, il remerciait et après on jouait. C'était plutôt des prestations de comédiens. Ils jouaient pas des pièces, ils jouaient des apparitions et des scènes de comédiens, en fin de compte. Donc en fait, ça c'est un des rares souvenirs d'adolescence de théâtre que tu as. Ou est-ce que Exactement. tu allais voir d'autres choses avec tes parents? De Hein. théâtre? Est-ce que tu allais C'est voir? le seul, C'est le seul. un des seuls. C'est pas ça qui m'a donné le désir de faire du théâtre. C'est pas ce souvenir-là. Le souvenir du théâtre, c'est réapprendre à parler. C'est C'est-à-dire à partir du moment où tu quand je suis es revenu à Paris, à à la Paris. salle pétrière, C'est ça. et que tu as perdu l'usage de la parole. C'est ça. Et c'est là. Mais j'avais perdu l'usage de la parole avant la salpêtrière, hein, C'est-à-dire déjà. déjà à Non, en Buchenwald. vrai, Buchenwald, oui, j'avais déjà perdu la parole. Et ça prenait des. Je pouvais pas m'exprimer, rien du tout. Et en accompagnant, je crois bien, toi, c'est très bizarre, mais il me semble bien que c'est un copain qui s'appelait Charles Denner, qui voulait faire du théâtre aussi, et que j'ai accompagné. C'est Denner, qui est un monsieur que j'aime énormément, avec qui j'ai eu une interlocution terrible, parce que j'ai un rapport avec sa femme. Il m'a dit, t'as eu un rapport avec ma femme? Il m'a foutu un poing dans la gueule, je suis tombé dans le ruisseau. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent, c'est La les choses vie de est la vie. dangereuse, hein? Oui, mais moi, je pouvais pas m'empêcher, que ce soit ami ou pas ami, quand je rencontrais une femme, d'avoir, je sais pas, toujours une tendance très, très forte pour la femme. Alors, après la femme, le théâtre, Oui, ça revient au même, c'est dit. c'est la sensualité, en plein dedans. Tu rencontres Dulin, Oui, tu passes cette audition calamiteuse où tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de la scène. c'est pas une audition, c'était que je travaillais avec, comment, la femme de Oui, télé, comme ça. Et c'était une scène que je passais. Avec un jeu de. Elle me donnait la d'accord. réplique. C'était pas une audition spécialement. C'est Comme une ça. scène. J'étais. Un Mais c'est type la s'appelait première fois que tu passais ça devant Dulin. devant Dulin. Avant, je passais ça Hmm, devant Arnaud, d'accord. Jean-Claude Arnaud, qui était un des assistants de Dulin. Et je voulais passer devant Dulin pour avoir son avis. Et puis, avec le trac et tout ça, je n'arrivais pas à parler. Et c'est là qu'il m'a dit, viens mon petit. Je suis arrivé près de lui, tremblant, parce que je me disais, ça y est, bon, je vais voir ailleurs. Et au lieu de me dire, dans l'état où vous êtes, comment vous avez fait du théâtre, il m'a dit une chose que je me suis souvenu toute ma vie. D'où viens-tu? Il avait tout pigé, tout ressenti, cet homme-là. Et je lui ai tout expliqué. Et depuis ce jour-là, j'ai fait la figuration dans toutes les pièces qu'il a montées, pendant que j'étais là. Donc tu as connu en fait Dulin à la fin de sa vie, à la fin de son activité, Oui, hein, puisqu'il presque, était pas au tout à théâtre fait. Sarah Au théâtre Bernard. Sarah-Bernard. Et Et après, il est parti en tournée un an ou 2 ans après mon départ, où j'étais en Angleterre. C'est là que j'ai appris la mort de Dulin, en tournée avec Lavare, je crois bien. alors pourquoi l'Angleterre? Parce que c'est un copain qui habitait là-bas, qui était à l'université et qui s'intéressait au théâtre, et qui me dit, tu suis un appart, si tu veux venir, tu viens. Et moi, je viens, alors j'ai venu, je sais pas pourquoi je suis venu en Angleterre, parce que c'était mon copain, puis j'avais envie de changer. Surtout, c'est après le coup de poignard de Hamlet. De Hamlet. Et j'avais besoin de changer d'air, parce que quand même, j'étais interrogé par la police, mais sans mal. Tout le monde savait bien que c'était un- un accident, mais quand même, j'étais ennuyé par ça. Mais ça veut dire que quand tu quittes sur une sorte de coup de poignard, à défaut de coup de tête,
cette production, enfin d'Hamlet, tu l'amènes jusqu'au bout d'abord. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas très bien saisi. Mais Effectivement, la personne n'est pas morte, non, l'acteur qui jouait Polonius, oui, mais est-ce que le spectacle a non. continué à se jouer? Ah oui, oui, ça continue à jouer au moins 3, 4 fois. Qu'on a remplacé l'acteur? On a remplacé l'acteur. Et Et j'ai une t'as été anecdote de Dulin. exempté, t'as été exempté, Oui, enfin, je veux dire, au sens que tu n'as pas été poursuivi, il non, n'y a pas pas du eu tout. de. J'ai été quand même interrogé. Ouais. Monsieur. Et Monsieur Dulin, je me rappelle un jour, sortait du taxi, il me voit, et à la suite de ça, il me dit, oui, Monsieur Dulin, alors dis-moi, mon petit, il est mort, en faisant allusion au coup de Et poignard. ça t'a fait vraiment définitivement avoir l'envie de Oui, passer de ça l'autre m'a côté fait de la rire, Manche. et puis j'ai trouvé un Mais pourquoi copain. l'Angleterre, t'avais un intérêt Non, parce pour que Shakespeare? Est-ce que l'histoire, non, est-ce que c'est sérieux là ce que tu m'as dit une fois, à savoir que c'est finalement cet Hamlet-là t'avait donné envie d'aller vers l'original, vers Non, c'est non, pas j'avais seulement ça. pensé à ça, mais c'est C'est pas parce que ça qui. t'avais l'ami en fait, c'est le copain Oui, qui te fait c'est partir. mon copain qui Et tu avait. savais un peu ce que tu allais trouver. Bah, c'est-à-dire Comment que t'arrives en Angleterre? moi, Tu j'étais au courant un petit peu en Angleterre. Pour moi, j'étais fan d'un monsieur qui s'appelait Laurence Olivier. Et je rêvais, quand j'ai vu ces productions, je me disais, il faut que j'aille voir ça en tant que comédien, il faut que j'aille en Angleterre. Et j'ai suivi. Je crois que c'est pas pour m'installer. Je suis venu là-bas pour quelque temps, comme Mais ça. alors, comment tu as vécu là-bas? Je veux dire, comment tu as gagné ta vie? Où Ah, tu habitais? Quelle était un peu ton organisation? Comment est-ce eh ben, que j'ai eu une chance inouïe. Je faisais de la figuration. Je suis arrivé à un moment où il y avait à Lolvik, il y avait une création de Laurence Olivier. Je crois que c'était Troilus et Cressida ou une chose, ou non, je sais plus quoi. C'était un grand truc où je faisais de la figuration et je gagnais ma vie là. Et là, ça a été pour moi, c'est en fin de compte, si je veux dire, chez Dulin, c'est un choix de faire du théâtre, mais c'est en Angleterre que mon choix de faire du théâtre était plus profond. Parce que là, j'ai vu pas seulement des grands acteurs, mais des grands techniciens, des hommes de la parole, des gens de la parole. J'ai vu John Gielgud, tu comprends? Il récitait, il chantait. Oh, mais quel acteur! On n'en fait plus des choses comme ça. Le cinéma a quelque part abîmé un peu les acteurs qui déclamaient, mais c'était très beau à voir aussi ça. C'était chouette. donc tu faisais de Maintenant, la figuration? je fais de la figuration. Est-ce que tu avais d'autres activités? Non, je faisais que ça. Pourquoi? Parce que je faisais de la figuration, mais j'assistais à toutes les répétitions. J'ai vu Laurence Olivier et sa femme répéter. Je- je- pour moi, c'était la grande école. C'est Dulin, ça a été l'engagement, mais ma grande chose d'école, c'est de devoir travailler les Anglais, Hmm. qui travaillaient d'une façon superbe. Et quelle était la vie culturelle, intellectuelle? Est-ce que tu as un Ah souvenir oui, particulier oui, de ah oui, personnes, ah oui, oui, ah oui. Merde, comment il s'appelle? Oh, Non mais tu le dis-moi. connais. C'est un metteur en scène Anglais? Allemand? allemand. Peter Zadek? Exactement. J'ai rencontré Peter Zadek et à qui je faisais des cours parce que j'avais travaillé avec Marceau, Oui. c'est mon copain, et je lui donnais des cours comme ça. Et C'est avec quoi, des cours de mime? des cours de mime, oui, Pantomime? de À Peter pantomime, Zadek? avec Zadek. D'ailleurs, il écrit un livre, il me cite dedans d'ailleurs. Tout ça. Et il a formé une compagnie, et moi j'étais dans l'ombre de la compagnie. J'ai une grande amitié avec Peter Zadek, une très grande amitié. C'est un homme de recherche, c'est un homme. Et il y avait aussi un homme aussi qui s'appelait Peter Brook. Celui-là était moins. Je sais pas, je l'ai rencontré. Je me rappelle, j'ai fait un mime. Je travaillais aussi dans le beau monde. C'est-à-dire, je faisais des trucs de mime dans dans des salons où Hmm. on invitait des acteurs à dire ou à pas dire. Et là, j'ai rencontré Peter Zadek, qui était un peu froid, qui Peter m'a dit, Brook. Peter Brook, qui est un peu froid, qui me dit, c'est très bien, vous racontez une histoire. Mais je descendais un escalier, il m'a dit, je racontais une histoire. Mais là, tu faisais de la pantomime à Je ce faisais de moment-là. la pantomime. Mais alors, t'en étais où? On te quitte dans l'histoire que tu nous racontais il y a quelques minutes, où tu es avec Dulin à chercher à parler, à prononcer, à articuler, et Oui, tu te retrouves en Angleterre. oui, attends, entre-temps, j'ai rencontré un grand copain qui s'appelle Marcel Marceau, Ouais. avec qui j'étais très, très lié. Donc, tu es passé au mime. Exactement.
Mais qu'en était-il de ta volonté, de ton souci de dire les textes? Est-ce que par exemple, tu as appris l'anglais? Tu as fait du théâtre en anglais? Oui, mais j'ai appris l'anglais comme ça, quoi. Ouais. C'est venu, je Hmm. me suis pas préparé à tout ça. Je savais pas, j'étais dans une mouvance où je réapprenais plus le plaisir de vivre que de faire du théâtre. J'aurais pu quitter le théâtre du jour au lendemain, tu À ce sais. moment-là, tu pouvais quitter le théâtre du jour au Oh oui, lendemain. tout à fait, oui, si j'avais, Qu'est-ce qui aurait pu te faire quitter le théâtre, par je sais exemple? pas. Mais j'ai Mais rencontré tu une étais femme qui s'appelle, disponible, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai eu un enfant, qui s'appelle Joséphine Swart, qui était? qui était une comédienne, Oui. qui est dans Oliver Twist, qui jouait la mère de Oliver Twist, et qui était très dans, dans le milieu du théâtre, le milieu du cinéma. Alors j'ai évolué là-dedans, j'ai aimé beaucoup cette femme, j'ai vécu avec elle, j'ai eu une fille qui existe, qui habite maintenant au Canada. J'ai une fille que j'ai négligée pendant des années. Mais que tu as vue petite. Ah oui, petite, toute petite, oui. Ouais. Parce que tu es resté combien de temps là-bas? Je sais plus, écoute, les années 4, 5 ans, 6 ans, je sais Ouais, pas. autant que Et ça là, quand même. C'est une si, longue période dans une oui, vie. mais je travaillais aussi dans une troupe de Pamela Sterling. C'est une troupe de françaises, amateurs et tout ça, Mhm. mais qui jouait beaucoup dans les lycées en français, dans les collèges, les lycées. Et j'ai fait pendant plusieurs, 2, 3 années de suite, des tournées comme ça, plusieurs mois, et je gagnais ma vie comme ça aussi. Je gagnais assez bien ma vie d'ailleurs. Je jouais des. C'est là que, alors je me rappelle plus son nom. Une- Annie Girardot, il y avait un gars qui jouait, qui était l'ami de Annie Girardot, qui est venu le voir un moment, et un jour, et elle a joué, Annie Girardot a repris comme ça, au pied levé, pour les étudiants, un petit rôle comme ça. Mais elle était toute jeune encore. Elle venait sortir du conservatoire. Donc tu dis c'est une époque, au fond, après avoir eu cette rencontre, coup de foudre, choc avec Dulin, bien que tu découvres avec bonheur et admiration la technique et le style des jeux d'acteurs anglais, tu es en fait encore perméable et ouvert à toute À forme tout. d'influence. Ah oui, à toutes sortes Et d'influences. tu cherches ça. Ah oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Avec Peter, Zadek? avec Zadek, qui était un homme ah, très contesté, mais très violent. C'est un homme violent, Zadek, et qui était très contesté, qui faisait un théâtre hard. Et j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Et j'ai jamais joué avec lui, mais j'étais dans son entourage, j'étais assistante quand il faisait des mises en scène, etc. Et C'était, alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas... Bon, d'abord, revenons sans trop détailler, mais tout de même, c'est important. Donc, tu as eu une fille, et donc tu l'as revue, cette fille, non, je me depuis le suis pas temps? beaucoup occupé de ma fille. Non, non, mais depuis le temps. Tu l'as pas revue? Enfin, Si, t'as gardé un contact avec elle? oui, elle est au Canada en ce moment. Elle a une famille et tout ça. Elle m'a envoyé un jour un coup de fil. Moi, je lui ai envoyé un coup de fil. J'étais T'as pas très pas la capable. fibre paternelle? Pas du tout. Pas du tout. Et au fond de moi, je regrette, non pas parce la morale de ça, c'est parce que je suis certain que si j'avais eu ça, j'aurais appris des choses que j'aurais voulu bien connaître, que j'avais pas, justement, j'ai agi exactement comme on m'a élevé, un peu. On s'est pas occupé de moi, je me suis pas occupé de ce que... Et j'ai eu un regret énorme, parce que si j'avais fait un effort, je pensais qu'à moi. Je pensais qu'à pas réussir au théâtre, pas ça du tout, mais à essayer de vivre. J'étais très, très, très imprégné des suites Des camps. ah oui, d'exister, une espèce d'égoïsme de chose de force, un peu forcené sur soi-même pour réapprendre à vivre, pour s'installer, pour être comment, comment perçu, comment, pour être respecté, reconnu un peu, même dans des choses comme ça. J'avais besoin de ça. Je pensais qu'à moi. Et alors, à un moment donné, tu quittes l'Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque ce départ Ah, et bah, j'étais aux États-Unis. aux États-Unis? Oui, j'ai suivi une fille qui s'appelle Gene Simmons. Bah, c'est toujours la même personne. Non, c'était une autre. C'est pas la mère de C'est, ta fille. non, Excuse-moi. je suis tombé amoureux de Gene Simmons et elle est partie là-bas parce que Gene Simmons jouait à Stratford-on-Avon,
Juliette. Et moi, je faisais de la figuration. C'était monté par Peter Brook. Et Dans Roméo et Juliette. dans Roméo et Juliette. Et je faisais des petites choses comme ça. Et on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et j'ai suivi Jean, qui à cette époque a eu des demandes aux États-Unis. Là, c'est une période très, 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 très dure, les États-Unis. Parce que j'en ai fait, j'étais à Hollywood, mais je portais le manteau de madame. Je faisais rien, j'étais là comme un con. Je sais pas ce que je faisais là. Moi, je voulais faire du théâtre. Puis le cinéma à Hollywood, ça se repose sur des cocktails, ça se repose pas sur du travail. Très souvent, c'est surtout rencontrer des gens dans des cocktails, savoir En tout cas, l'espèce toi qui ne travaillais de pas, tu te mondanité. retrouvais Ben oui. uniquement dans cette situation. Et là, j'ai commencé à faire des conneries avec le. J'ai fumé. La drogue. Ah oui, très fort. Ah oui. Ouais, j'étais hospitalisé pour me désintoxiquer. Parce que je perdais d'abord Gilles, qui avait rencontré un autre homme et tout ça. Tout ça, c'est un petit peu du mélo, hein, non? Je sais pas si c'est du mélo, parce qu'en même temps, Oui, ça s'est passé comme ça. Donc c'est oui, aussi avec ça que tu t'es oui. construit et Et c'est déconstruit. là, c'est en sortant de cet épouvantable passage de, de, de reconstruction à l'hôpital, où Jean a été formidable avec moi financièrement. Elle, elle m'a trouvé un endroit, c'est un hôpital privé, où j'étais très bien soigné, etc. Et Jean elle était à Hollywood, elle a gagné pas mal de fric, elle m'a beaucoup aidé. Et c'est Là, tu as là, fait une désintoxication, une cure. des intoxications, c'est là que j'ai rencontré le journal, où j'ai vu cet article de Jean Dassé à Saint-Étienne. Et je me suis dit, c'est là que je vais aller. Et de New York, je suis allé à Saint-Étienne, Direct. direct. Enfin, par Paris, mais est-ce que tu connaissais le nom de Jean Dasté? C'était quelque chose Non, qui... Non? je sais qu'il passait, c'était pas à Saint-Étienne, c'était à Paris, parce il jouait Macbeth, je crois, une pièce de Shakespeare, et c'était mauvais. Pour moi, je trouvais ça, après Laurence Olivier, je trouvais ça chiant, mais j'aimais beaucoup Jean. J'avais vu, je l'avais rencontré, j'avais discuté avec lui. Il y avait un gars qui s'appelait René Lesage, qui était Le directeur le de la maison de la culture de sous-directeur. Grenoble, enfin, du centre dramatique de Grenoble, hein? Oui, mais quand il était Avec... agent, il était adjoint avec Jean Dasté. Et c'est comme ça où j'en étais Alors, là. Jean Dasté, c'était déjà un comédien important pour le cinéma. Pour le cinéma, enfin, tout le monde se souvient de La Talente, hein. Alors, c'est peut-être Ouais. un grand rôle et il n'y en a pas eu beaucoup, c'est vrai, mais quand même, il y a un souvenir pour le cinéma. En tout cas, avec Jean Vigo, c'était quand même un film assez exceptionnel. Et aussi, c'était un animateur hors pair, Ah je oui, crois, c'était sa grande qualité. ah oui, oui, ça Et donc on c'est est dans Jean, cette ça. époque d'après-guerre où la France se reconstruit et où il y a cette volonté politique animée par Jeanne Laurent et d'autres Ça c'est une des grandes de époques. Ah oui. ce qu'on appelait la décentralisation, donc d'aller Et Gab- travailler en province, c'est de là que fonder des c'est troupes en là que province. Gabriel Monet est venu aussi comme comédien à la Comédie de Saint-Étienne. Et puis que Gabriel Monet a pris un centre, il m'a demandé de faire Don Juan, etc. Enfin, c'était toute une période où c'est toute cette époque-là. Après, j'ai rencontré Planchon. Et là, j'ai rencontré le bonhomme Et qu'il me revenons fallait. peut-être quand même Oui, sur oui. Dasté, parce que c'est pas une petite Ah expérience. non, non, non. Donc tu reviens, d'abord pour la question de la santé, tu reviens en bonne santé. Hein? Tu reviens en bonne santé quand tu Oui. reviens Bah, en relativement bonne France, santé, en oui. Europe. Oui, oui. Et là, tu te présentes auprès de Dasté. Et Mais comment non. tu es engagé? Mais attends, je vais te dire. Il jouait Macbeth. C'est à Oui, Paris. c'est ça que tu m'as. Et moi, j'ai passé une audition. D'accord. Et il montait Figaro, comment ça s'appelle, avec le comte Barbier de Almaviva. Séville. Le Barbier de Séville. Et moi, j'avais préparé une scène pour jouer le comte Almaviva. Et j'ai joué Grippe Soleil. C'est un tout petit rôle. Il n'y avait pas Delphine Seyrig là-dedans? Si, il y avait Oui. Delphine. Une histoire encore avec Delphine. Ça, non. Et donc, tu passes Alors, je l'audition passe l'audition. Je et suis il t'engage il pour la il- troupe, pour un oui. contrat sur une année. Comment ça se passe? Enfin, Non, sur pour une le moment, durée, uniquement pour le spectacle. pour le spectacle. Et moi, je crois que il me dit non, c'est pour Grippe Soleil. J'ai joué Grippe Soleil. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas t'installer à Saint-Étienne. Comment ça se passe alors? Ben, c'est-à-dire que je me suis lié après, pendant les répétitions. Comme ça, j'avais un type qui s'appelait René Lesage, qui était Oui, l'adjoint. qui était l'adjoint. Et j'étais On m'a très dit. ami. J'ai eu une bonne rencontre avec Jean.
j'ai eu une bonne rencontre et puis il était très intéressé par mon passage de tout ce que j'avais fait, quoi, des camps et tout ça. Et il m'a dit, si tu veux, tu fais partie de la troupe si tu veux. J'ai dit oui tout de suite. J'avais besoin d'une famille, j'ai besoin d'avoir, pour travailler, de pouvoir manger, de pouvoir... et là, c'était mon vrai grand début au théâtre. C'est là que ça s'est passé. Parce que là, de Saint-Étienne-à-Lyon, c'était pas loin. Et Planchon était dans un tout petit théâtre rue des Marronniers, À Lyon. à Lyon. C'est là que j'ai rencontré Roger, qui est aussi intéressé par mon passé, est devenu un ami. Mais quand tu reviens donc en France, à Saint-Étienne, je pense que c'est autour de Peut-être, oui, 1952-53, oui. oui, comme on l'a plus ou moins recomposé ensemble. Tu vas passer quelques années à Saint-Étienne et Oui, avant plusieurs. d'aller chez Planchon, quand même, lorsqu'on regarde les archives de Saint-Étienne, Dasté va pas simplement t'engager comme comédien, il va aussi te confier quand même une tâche importante. Je dirigeais la troupe des tréteaux. C'est ça, les tréteaux de la comédie de Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on allait là vraiment c'était, lui on faisait la décentralisation, mais là j'allais vraiment dans l'usine, on allait jouer partout, ça me plaisait énormément. J'ai mis en scène l'école des femmes, dont euh, Agnès était la femme à Lausanne, comment? La femme Lise Ramu? D'accord. Lise Ramu était là. D'accord. C'est à cause de moi qu'il y a eu cet accident avec son mari, un coup de poignard qu'elle a reçu. Bon, c'est pas à cause de toi, c'est encore un poignard, mais c'est une Encore un histoire de poignard. passion et de Oui, couple. c'est ça. Mais Oui, elle travaillait dans l'école des femmes à cette époque-là. ouais, Ça s'est passé à ce moment-là. oui. C'était Marc Fayolle, son mari. Exactement, Marc Fayolle. Oh, mais Mais en fait, ça, alors bien. c'est l'occasion juste de l'indiquer. Comment tu connaissais ces comédiens suisses? Qu'est-ce qui t'a fait les connaître? Je crois Ah, que parce que voilà. Moi, je pense que c'est important que tu en parles. ah oui, j'ai connu cette- des grands. C'est comme Planchon. C'est comme en Suisse, il y a eu des grands qui étaient. Comment ils s'appelaient? François Simon. Ah oui. C'est un monsieur. Il jouait dans une église à cette époque-là, Oui, dans une à espèce de Carouge. chapelle à Carouge. Et j'avais vu avec Manta, qui était beau comme un dieu, qui était un grand comédien, beau. Et il avait les trois sœurs, je crois que c'était les trois sœurs. Et là, de Saint-Étienne, moi je venais presque toutes les semaines voir cette pièce qui jouait avec des chaises et rien. On était sur des bancs, le public, et c'était rien, mais il se passait quelque chose. Et j'ai rencontré François Simon. Avec François Simon, j'ai eu des discussions formidables dans des bistrots jusqu'à des 4 heures du matin. Ah, j'ai eu la chance de rencontrer des gens des poètes. François Simon n'était pas seulement un comédien, c'est un poète, un monsieur d'avenir qui voyait le théâtre. On citait jamais son père, j'en foutais de ça. C'est pas important. Ce qui était important, c'est ce qu'il essayait de faire à Genève. C'était vraiment un pionnier Ah, c'était considérable. ah, Ouais. Donc, toi, tu étais sensible à ça, vous veniez. très Peut-être que sensible. Dulin venait, Dulin, que Dasté venait Non, aussi, non, non? non. Oui, Il y avait... D'acheter Donc que c'était vraiment une curiosité qui t'était propre, quoi. oui, oui. Moi, j'en ai parlé avec Jean Dastier, il me dit oui, c'est bien, c'est bien. Bon. Il passait à côté des choses, j'en parfois. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas peut-être pas passer à côté de choses volontairement, parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Aller à Genève. Moi, je prenais le train, j'arrivais là-bas, j'ai- je, je campais chez Zosso, Ah oui? un type qui Qui s'appelait joue de la Zosso. vielle. Il jouait Il de jouait la de la vieille, vielle, ouais, oui. c'était un grand musicien de vielle, enfin Ouais. c'est toujours. Et j'étais chez lui, dans la vieille ville. J'habitais chez lui. Et ça, c'est C'était la première fois? au-dessus du théâtre de Tête de Poche. poche. Il avait C'est la première fois que tu arrives à Genève, c'est pour voir en fait les trois sœurs et le travail du théâtre de Carouge. ah C'est oui, ça qui te motive. oh oui, ça m'a motivé beaucoup, Et, beaucoup. depuis lors, mais ça on en a reparlé, tu as une relation qui va se développer avec Genève, parce que régulièrement tu vas être amené à y revenir. Bah, c'est-à-dire à Genève, j'ai fait tous mes récitals à Genève. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens, dont un prêtre, comment? Oh, il s'appelait, je ne sais plus. Un pasteur. Un pasteur, Éric Fuchs? Ouais. exactement. Éric Fuchs. Oui, oui. Éric Fuchs. Et donc, il y a effectivement ces années à Saint-Étienne, il y a 57-58 où tu vas donc faire ces mises en scène non seulement de l'école des femmes, mais aussi de la cantatrice chauve de Oui, Ionesco. Mais tu te souviens un peu de cette époque? Comment tu mettais en scène? Comment tu procédais? je sais pas. Ça tournait beaucoup, donc ça devait être rapide, léger. J'ai même mis en scène
une pièce de Tchekhov où il y avait Jean Dasté, Françoise L'ours. Bertin. L'ours, c'est moi qui ai mis en scène. Ouais. J'ai mis en scène Mais ça Jean. t'amusait Ah oui, d'organiser ça m'amusait, puis surtout, ça me donnait confiance. Et puis Jean était un homme extraordinaire. Je sentais bien que j'étais pas un grand metteur en scène. Mais lui, il m'écoutait, il me dit, d'accord Gérard, très bien. J'ai eu la chance de rencontrer des gens assez exceptionnels qui connaissaient mon parcours. Et Qu'est-ce que ça, vous aviez comme public à l'époque? Qu'est-ce que ça représentait le ah, théâtre? ça alors là, mon grand, ça c'est la plus belle chose que je peux te parler. Quand on a joué le cercle de Craie caucasien, on jouait sur les places de Saint-Étienne, on jouait devant des publics ouvriers, des gens qui n'avaient jamais, jamais été au théâtre. Et dans l'année, on passait notre temps à aller dans les bleds, partout, où jamais, jamais il se passait rien du tout. Ah, quand j'étais chez Planchon, il faisait ça, mais c'était déjà un public un peu évolué, déjà, lui. Il avait, mais chez Jean, c'était vraiment, par exemple, sur une place tous les étés, on a des photos comme ça, où on a joué le cercle de cœur caucasien, Mhm. avec une mise en scène d'un Anglais qui s'appelle John Blatchley. Et là, si tu peux pas savoir, tu regardes une photo du public, c'est formidable, c'est génial, ça fait un peu démago peut-être pour ceux qui le sont, pour ceux qui veulent l'être, mais tu voyais dans les premiers rangs la bourgeoisie, puis derrière les vieux travailleurs qui étaient là, puis qui regardaient avec intérêt. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait une vraie rencontre, sympathique, chaleureux. On buvait des coups avec eux après, les gens. C'était formidable. Ça me fait penser que j'ai vécu ça d'une autre façon chez Planchon. Je jouais dans une pièce, je sais plus où, à Villeurbanne. Il y avait des ouvriers aussi, beaucoup, beaucoup d'ouvriers. Et je me rappelais toujours une phrase que j'ai beaucoup conservée, avec beaucoup. Je me suis beaucoup appuyé là-dessus. Une phrase toute bête. Il y avait deux gars qui étaient au bar, et moi je prenais avec des copains, on buvait des cafés. Et j'ai entendu un gars, en voyant un Molière, je sais plus quoi, et qui disait à son copain, bah, disons, je savais pas que ces trucs-là, c'était fait pour nous. Ça, j'ai gardé ça, j'étais ému aux larmes, parce que ça donnait un sens à ce qu'on faisait, qui était prêt peut-être d'une certaine démagogie pour certains, tu comprends, d'aller vers le public. Pas, mais ça a toujours été un petit peu le démago de ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un peu con, les gens sont cons, très cons. La foule est con, pas l'individu, la foule est très con, parfois. Et d'entendre ça, ça même, j'étais bouleversé par des choses comme ça, de, du public. Alors tu peux pas, j'en passe, c'est des meilleurs dans le public. Et Un jour, je crois que tu m'as dit qu'il y avait, à Saint-Étienne, il y avait les Verts, donc l'équipe de foot, oui, et vous, oui. l'équipe de Dasté. Bah oui, on était les deux grandes formations. Mhm. Il y avait l'équipe de foot et la comédie de Saint-Étienne. C'est là que j'ai vu aussi à Saint-Étienne, on jouait dans un cinéma qui sentait la pourriture, qui était dégueulasse, qui s'appelait l'Éden. Ça sentait le pipi partout. C'est là que j'ai vu pour la première fois, avec Simone Signoret, Yves Montand qui donnait son premier récital. La première fois, sa première représentation publique, Non, ça s'est fait à à Saint-Étienne, Saint-Étienne. dans le cinéma de l'Éden. Et on les a eu, Jean les invités à dîner avec nous tous, on a mangé avec eux. C'était, c'était une très belle époque. Mais je veux pas dire ça belle comme quand on raconte de mon temps à mon Non, tu époque. veux pas idéaliser ça, Non, on peut pas mais idéaliser c'est ça. un moment important Bah, du c'est-à-dire que théâtre ça, dans son pour rapport à quelqu'un la comme cité, moi, quoi. qui n'est pas un type vraiment très doué, mais qui a appris à aimer le théâtre, j'ai appris à aimer le théâtre pas seulement parce que j'étais avec des gens bien, avec des gens, mais par le public. J'ai rencontré des publics qui étaient, qui m'ont donné confiance. Mais alors justement, sur cette question de la confiance et du public, à la fin des années 50, tu es encore chez Dasté et tu vas proposer à Dasté quelque chose qui est de mettre en scène, enfin de jouer, ou de dire, ou de raconter, ou de lire Dickens. Qu'est-ce qui te prend là, à ce moment-là? Tu es comédien, tu es metteur en scène, tu fais partie d'une troupe dans laquelle tu te sens bien.
Et tout d'un coup, tu proposes. Qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu proposes ça Ben, à Dasté? j'ai le souvenir que quand j'étais à Londres, j'ai vu un acteur qui s'appelait Emin Williams, il est mort maintenant, qui s'appelait Emin Williams. Et ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup, beaucoup, pas plu, mais plus que ça. Je trouvais ça extraordinaire. Pendant plus d'une heure, 2 heures, derrière son petit, il faisait pas de gestes, rien du tout. On écoutait des récits de Dickens que Dickens faisait à son époque. Il disait ses propres contes. Et c'était un récital de Dickens qu'il faisait. Et ça, j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Et ce souvenir-là, un jour, je sais pas comment, ce qui m'a pris, je l'ai proposé à Jean Dasté, qui me dit, bah, écoute, fais-le, on verra bien ce que ça va donner. Et j'avais personne pour travailler avec moi. J'ai monté ça tout seul. Et je crois bien que Jean Dasté n'aimait pas beaucoup ça. Je sais pas pourquoi. Il n'aimait pas beaucoup. Mais quand même, Marcel Maréchal l'avait vu, et il m'avait pris quand il dirigeait la rue des Marronniers. Et là, ça m'a donné confiance. Et là, et puis j'en ai parlé à Roger qui trouvait ça intéressant. Et j'ai rencontré des gens. Jean Dacier n'était pas très intéressé par ça. Il trouvait que c'était pas bien, que ce que je faisais n'était pas tout à fait bien vécu. Je sais pas. Il aimait pas ça. Et c'est drôle, il aimait pas ça. Et quand il est devenu très âgé, qu'il a quitté la Comédie Saint-Étienne, il faisait ça. Il faisait lui-même aussi des one show. Il avait quelque chose contre le one-man show, sur le plan de l'esprit, sur le plan en soi de la chose, De s'isoler du groupe. de s'isoler du groupe et tout ça. Et à la fin de sa vie, il faisait ça. Et c'était très beau un jour, je l'avais vu à Chamonix, où il disait, oh, c'était magnifique. Il était, je sais pas ce qu'il disait. Et il y a un moment, il s'est arrêté. Il a dit, mesdames et messieurs, je m'excuse, je viens de perdre une lentille, je peux pas continuer. Il a mouillé le doigt, et devant les gens, il a remis sa lentille. Et j'ai assisté à ça. Et il m'a dit, tu sais, c'est toi qui m'as donné le truc de faire des one-man show. J'aimais pas beaucoup le one-man show. C'est extraordinaire. Il a passé son temps encore à me donner une leçon de simplicité vis-à-vis du public, d'une telle simplicité que les gens étaient prêts d'accepter beaucoup de choses, le public, plus qu'on ne le pense, quand on s'adresse à lui directement comme ça. Oui, parce que c'est assez quand même audacieux Bah, tu peux- d'aller passer en plus un texte de Dickens, c'est pas dans la tradition française, c'est pas contrairement à Maupassant que tu feras plus tard ou à d'autres auteurs déjà qui sont un peu plus repérés, c'est surtout dans le cadre aussi de Saint-Étienne, de la décentralisation, et tu as fait en fait tes premiers pas dans un contexte à la fois de Saint-Étienne ou rural, parce que est-ce que tu l'as joué dans les communes déjà Ah, d'emblée, oui, dans les non, villages oui. d'emblée? Et comment ça se passait? Très, 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 très bien. Les gens n'avaient jamais vu ça. C'est une manière C'était d'avant-garde, ça, quelque part, absolument quelque même si chose. c'est ancestral, parce que c'est le C'est pour ça conteur, c'est le que narrateur. Jean Dasté parfois montait de couilles. Pardon, il manquait de trucs. Il voyait très bien des spectacles, des auteurs nouveaux, mais il avait peur, je comprends un peu, il avait peur du comédien, c'est ce qui s'exhibe tout seul, à faire valoir du comédien. Puis ensuite, par la suite, quand il était plus, Il a revu ça il a autrement. revu Il a ça, revu ça il a autrement. Donc revu ça finalement, c'est un peu l'élève, entre guillemets, qui a influencé le maître. un peu, Et il y a un peu de ça, rétroactivement, ouais. sans pousser trop Non, non, loin. mais je dis élève. Oui, Mais tout de même, alors, bon, maintenant, depuis quelques minutes, il y a le nom et le prénom Roger qui tourne autour, Planchon, Roger Planchon. Donc en fait, tu es dans les années 56, 57, 58, tu es encore à la Comédie de Saint-Étienne, oui. mais il y a un autre metteur en scène Ouais. qui t'attire énormément, Ah, semble-t-il, qui ça est à c'est. Lyon. Ouais. Et Et je venais le voir toutes les semaines. comment ça s'est passé alors Ça s'est passé qu'il était au théâtre des Marronniers. ouais. Et le théâtre des Marronniers, ce qu'il jouait à cette époque-là, c'était archi comble, c'était plein. C'était un monsieur qui montait des pièces contemporaines, Adamov. Adamov a donné beaucoup de nouvelles Il y pièces. avait, Il a créé beaucoup de choses comme ça. Aussi, comment il s'appelle aussi, d'autres personnes. Il montait que des auteurs contemporains. Et ça me plaisait quelque c'était part. différent pour toi, très différent de Très ce que tu faisais différent. avec Dasté. Je trouvais que chez Dasté, j'avais parlé à Jean, je disais, écoute, je sais pas, je vais là-bas parce que j'aime, parce que c'est, je sais pas,
il semble que c'est important de jouer des auteurs vivants, tout ça. Alors, j'en étais, oui, je comprends, mais on a quand même monté le cercle de Cré Caucasien, Gérard. On a fait un acte, tout ça. Mais il était, je dis pas qu'il était contre, mais je sais pas. Mais moi, j'ai trouvé ça, ce que faisait Planchon, et en plus, ce que je voyais chez Planchon dans ses mises en scène, ce que j'avais rarement vu, c'est la violence. On jouait avec violence chez Planchon. La pensée, le jeu était toujours violent. C'était toujours violent. Il y avait une violence chez lui que j'aimais beaucoup, beaucoup. Puis j'ai fait j'ai fait sa connaissance, puis j'ai parlé de moi, parlé des camps, alors ça l'intéresse encore plus. Et il m'a dit un jour, si tu veux, je vais peut-être aller autre part, tu nous rejoins, tu seras le bienvenu. C'est le moment où il passe au théâtre de la Cité, Au théâtre de la Cité, c'est ça? oui, au théâtre municipal Oui, de Villeurbanne. de Villeurbanne. Et là, j'ai été le voir, et là, je me suis pas seulement décidé, je me suis dit, ça y est, c'est mon tour maintenant, hop. Et j'en ai parlé à Jean, qui a vachement bien compris, très bien. Je devais beaucoup à Jean. Et par exemple, il me prenait pour. J'aurais pu très bien jouer que des rôles importants, mais il me donnait toujours des petits rôles. Et je faisais toujours des petits rôles, sauf chez Tchekhov, sauf parfois il me donnait des rôles assez importants, mais c'est rare. C'est rare. Je faisais partie, on n'avait pas l'esprit du rôle, on avait l'esprit de la troupe. Ça veut dire quoi? Ben, une vie commune, une vie entre nous, une vie que jouer un petit rôle, il nous faisait sentir, enfin, dans sa mise en scène, c'était très important, un petit rôle. Il redonnait au petit rôle un blason. Au lieu de jouer ça par-dessus la manche, il faisait beaucoup. Quand il voyait la scène, il faisait beaucoup de grands discours sur le petit rôle. Et moi, je faisais les petits rôles. Donc tu travaillais beaucoup. Beaucoup. J'arrêtais pas. Et, et puis, il a eu le courage, un jour, qui jouait l'ours, qui me dit, tiens, tu vas me mettre en scène. Et en fin de compte, c'est faux. Je l'ai mis en scène, mais c'est lui qui faisait la mise en scène. En fin de compte, c'est ça. On marque, c'est moi qui ai mis la mienne. Mais il me disait toujours, Gérard, c'est très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Je me lève là. Tu comprends, là, tu penses. Parce que là, qu'est-ce que tu penses? Alors, il me mettait beaucoup d'importance. Et je disais toujours, oui, t'as raison, Jean. Et en fin de compte, Mais en c'est, fait, si on réfléchit, on regarde, Dulin, Dasté, Planchon, t'es allé aussi vers une génération toujours plus proche de la tienne, et en l'occurrence plus jeune, puisque Planchon est un peu plus jeune. beaucoup plus Donc jeune. c'est une dizaine d'années. Donc en fait, t'allais vers cette recherche permanente du groupe, de la troupe, Mhm. mais aussi t'étais plus en phase, semble-t-il, avec tes désirs, avec ton Oui, souci d'instinct. d'instinct. J'ai toujours eu de C'était pas une l'instinct. chose vraiment que Non, tu jamais. calculais ou que tu Non, décidais. malheureusement, à chaque fois que j'ai pensé quelque chose, je me suis gouré, moi. Je fais pas beaucoup confiance à ma pensée, moi. C'est d'instinct où on peut se tromper totalement, mais on se trompe bien avec l'instinct. Avec sa tête, on se trompe mal. Donc tu arrives au début des années 60, je Oh pense là que là, c'est 60, 61, parce que tu fais Tartuffe, le premier spectacle. oui, Et j'ai Planchon pris l'a fait en parti. 62. Oui. Donc tu arrives chez Planchon, et alors comment ça se passe? Ça se passe que d'un seul coup, j'avais l'impression de faire un théâtre, d'un seul coup d'être mûr, d'être un homme, en conscience avec pourquoi je faisais du théâtre, politiquement même. J'avais avec chez Planchon que pour la première fois, j'ai eu des pensées politiques dans le théâtre. Ce qui a suivi alors à plus, avec près de mes 68 et tout ça, j'étais complètement concerné par ça. J'étais à fond là-dedans. Et Roger nous donnait cette conscience politique que j'avais jamais entendu dire avant. Certainement, Dasté l'avait, mais il le disait d'une autre façon. Mais cette conscience, elle n'était pas seulement abstraite et générale, elle Non, non, s'appliquait au texte même que vous absolument, oh, choisissiez. complètement, complètement. Le rôle, je sais pas, Dans combien, Tartuffe, tu jouais un emmerdeur qui n'était pas un emmerdeur, qui coinçait Tartuffe, Clitandre. Clitandre. Non, oui, Oui, c'est son frère.
Non, c'est Non, pas Clitandre, ça c'est dans Dandin. non. Tu jouais le frère Oui, d'Orgon. Dorgon, je me rappelle plus. Ouais, mais ça me reviendra. Et c'est lui qui avait une conscience politique qui essayait de coincer. C'est le seul personnage qui a une discussion avec Tartuffe, où Tartuffe dit, il démissionne, il saute parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Il bute, c'est lui qui fait buter Tartuffe sur ce, sur ce, Donc il le fait avancer ouais. en le Et mettant. avec ces planchons que j'ai eu C'est ça, hein? une position politique. Ouais. Ça fait un temps. J'étais beau, hein. Je comprends pourquoi je plaisais aux femmes, merde. Et là, c'est une reprise de Dandin, où tu es. Là, c'est Ah ben le jeune Clitandre. premier. Voilà, ici, tout petit. Ouais. Mais tout chez Planchon, on travaillait beaucoup dans le sens politique. C'était très politique, notre travail. C'était joint, par exemple, Clitante faisait partie on faisait partie d'une société. On parlait beaucoup de la société dans laquelle le personnage vivait ou venait. C'était, Il y avait un gros travail à la table, comme on dit, non? oh là oui, c'est là. Alors là, tiens, tu me mets le doigt dessus. Là, je peux te dire des choses sur la table. On Dis-moi. travaillait 2 mois autour d'une table. 2 mois. Ah oui. Mais il y avait parfois tu vois, autour d'une table, tu vois, et quand tu faisais ça, tu sortais de la table, tu avais 8 jours pour mettre en place, parce que Planchon, il mettait en place très très vite lui. Ce qui intéressait, c'est la table. Et là, d'un seul coup, tu en avais plein la tête, mais rien dans les pieds. Et tu étais immobile, tu ne savais pas quoi faire. Ah oui? Ah, c'était horrible. Pour remettre ce qu'on appelle le personnage dans la jambe, dans les jambes. Et c'est là qu'il y a un moment, il a fait le contraire. Il a tout balayé ça. On ne faisait plus de table. On faisait du mouvement. C'était très. Moi, j'aime bien. J'ai assisté à des renouvellements à un renouvellement de Planchon, à des recherches. Ah, il était à cette époque-là remarquablement jeune et il buvait rien. Il buvait de l'eau. Il fumait 4 paquets par jour. Il avait la tête rasée. Il, il dirigeait, il était comme ça, comme un ours. Ah, j'aimais bien cet homme. J'ai passé mon temps à aimer des hommes. C'était Cléante, Oui, hein? C'est ça. Et donc, tu as été dans les principaux spectacles de, oh, de Planchon, que ce soit Bérénice, que ce soit Bleu, Blanc, Rouge. ouais, Tu une jouais pièce de quoi là dans Planchon. Bleu, Blanc, Rouge là? Oh, je me rappelle plus. On regarde le personnage. Dans Bleu, Blanc, Rouge, c'est pendant. Je crois que pendant mai 68, je faisais un curé. Non, non, Oui, Jean Bouise, Brigitte Fosset, Lucienne Le Marchand, c'est Isabelle Saudoyan. tu peux dire 2 mots de Jean Bouise. On peut pas résumer en 2 mots, mais Bah, je vais te dire, moi. Jean Bouise, c'est un mec, quand on faisait de la table, il avait là, et les autres commençaient à jouer. Et lui, il y a un moment, même Planchon disait, écoute, arrête, Mac, on l'appelle Mac, commence quand même à indiquer quelque chose. Ouais, je peux pas encore pour le moment. Et il y avait des gens qui arrivaient, la première répétition, qui déjà jouait merveilleusement bien. Et pendant toutes les répétitions, ils jouaient toujours la même chose. Et quand arrivait le jour de la première, ils jouaient toujours ça. Mais comme on l'avait vu déjà longtemps jouer ça, c'était pas, on s'emmerdait. Parce que Mac, il s'imprégnait, il balbutiait, il s'imprégnait de choses. Et tout à coup, quand il se mettait à jouer, tout disparaissait. C'était formidable. J'ai vu ça, c'est rarement vu quelqu'un qui a travaillé en sourdine comme ça, qui avait le courage d'imposer des- une, une façon même un peu déplaisante, parfois dans le métier, autour d'une table. Roger faisait beaucoup de tables. Il annonait. Il annonait. Il savait pas, parce qu'il y a des comédiens qui jouaient tout de suite. et toi, tu faisais partie de quel type de comédien?
Moi, je jouais le plus vite possible pour être sûr. J'étais pas sûr de moi, alors je faisais le plus vite possible. Moi aussi. Le plus vite, comme ça. Mais à cette époque, Roger, il nous harcelait beaucoup. Ce qu'on gagnait, pof, il le disait. Mais avec Bouise, il n'y avait aucune. Il n'y avait pas d'empreinte. Il disait toujours là, quand est-ce que tu vas nous jouer quelque chose, Jean-Mac? Ouais, 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 ça va venir. Et un jour, 8 jours avant, il avait tout imprégné. Et quand il se mettait à jouer, vraiment, c'était extraordinaire. C'était. Il avait une compréhension lente, Bouise. C'était pas un intellectuel dans le sens du mot où on trouve parfois dans le théâtre. On ne peut pas dire que c'est moche d'être intellectuel. Moi, je dis pas ça du tout, du tout. Mais parfois, il y a des connards intellectuels, surtout dans notre métier, des gens vraiment qui jouent un peu une certaine attitude de réflexion. Mais le théâtre demande quand même pas seulement une compréhension intellectuelle, ça demande autre chose, quelque chose d'autre, de plus naïf qui appartient à l'animal, quelque chose comme ça. Et Jean Bouis faisait partie de ces gens-là. Non, puis Mac m'a encore beaucoup aidé. Moi, j'ai passé des temps à être aidé par des gens parce que tout le monde savait d'où je venais. Et parfois, ça m'aidait beaucoup. J'étais Mais tu admis. penses que ça a joué un rôle plus Oui, qu'important? oui, plus qu'important. Et tu en avais conscience de ça? Pas tout de suite, j'en ai eu conscience après. Mais quand j'en ai eu conscience, j'ai arrêté de jouer. Je voulais plus continuer comme ça. Arrêter de jouer Arrêter de, ce de me rôle-là. servir de ça, oui. Voilà. J'ai Parce que tu arrêté. penses que tu en as joué. Oui, il y a eu un moment où j'en ai joué. Parce que j'avais très peu confiance en moi. Et j'en ai joué et abusé. Parce que j'avais peu de confiance en moi. Et tu peux, c'est toujours difficile, mais tu peux situer à partir de quelle période quand Je sais même? plus. Est-ce que ça fait longtemps? Ou tu as l'impression que jusqu'à encore assez peu d'années, tu as Non, été, c'était chez Planchon. c'était encore chez Planchon? C'était chez Planchon que j'ai commencé à bouger chez Planchon. Parce que chez Jean Dassé, j'étais confiné, on m'aimait beaucoup, j'étais le survivant de Buchenwald. Je dis pas que j'en profitais, mais j'avais besoin de ça pour me donner, qu'est-ce que tu veux, comme j'avais peu confiance en moi, je prenais ce que j'avais pour me démerder, pour essayer d'exister. Et je m'étendais un peu dessus, quoi, je comptais dessus. Puis avec Planchon, il y a une telle rigueur avec Planchon que d'un seul coup, j'ai réalisé que c'était pas Jojo de faire ça. Et que si je continuais comme ça, je n'apprendrais pas grand-chose. Je continuais comme ça. Et c'est Planchon, il me l'a pas dit ça. Mais peut-être qu'il l'a senti avec moi. Il était d'une dureté terrible. En disant, je sais que tu sais bien faire ça. Propose-moi autre chose, allez. Ou si tu veux pas, tu fous le camp. Il avait Il un... parlait comme ça? Ah oui, oui. Comme ça, oui. Mais moi, je me suis fait à ce langage-là. Et j'aimais assez ce langage-là. La seule chose où j'ai pas aimé, c'est quand on est arrivé TNP et que d'un seul coup, Chéreau est arrivé. Tout Donc ça, s'est c'est déglingué. Tout s'est déglingué. D'un seul coup, les stars sont arrivés. Les Mais gens c'est connus. lié à Chéreau, ça, parce qu'il a quand même déjà, avant Chéreau, engagé des comédiens Ah oui, mais là, importants, le cinéma. mais avec Chéreau, ça s'est prononcé très fort. Et puis, je me rappelle d'une discussion avec Roger qui nous avait réunis. Il dit voilà, tout va changer. Patrice Chéreau va venir co-directeur. Et moi, j'ai pas eu toujours de très bons rapports avec Chéreau. Et surtout après, quand il m'a fait jouer Don Juan, et Mais ça, c'était, si je puis me permettre, c'était avant. avant. Oui, Et là, vous aviez travaillé, tu jouais donc quand même Don Juan, oui, Sganarelle, c'était Maréchal, oui. Et ça, il y a eu. t'étais à Sartrouville, Oui, ça devait être en 69, à Sartrouville, voilà. exactement. Et Et là, à Sartrouville, il s'est passé quelque chose. Je sais pas, ça s'est mal passé avec Chéreau. Et par contre, Marcel Maréchal, surtout dans ce qu'il jouait, il en faisait des tonnes. Il faisait n'importe quoi. Mais Marcel avait une espèce de faconde, de personnage comme ça, très... Et ça marchait très fort pour lui, pour ça. Mais moi, c'est une erreur qu'on m'a donnée toujours, et que j'ai accepté de jouer Don Juan. Je suis absolument pas ce personnage.
C'est faux, c'était une erreur faux. Mais tu penses qu'on doit être un personnage pour le jouer? Bah, pas très, Don Juan, pas être totalement, mais il y a une affinité, quelque chose, surtout avec un personnage comme Don Juan, je crois. Une affinité, comment expliquer ça? Je sais pas. Mais il y a une affinité, je le sentais, que j'ai jamais eu. On m'a toujours donné 2 fois 2 reprises. J'ai joué Don Juan. Mais c'est quand même significatif. C'est pas non J'ai- plus. Il y a une projection du metteur en scène. Le fait qu'on te demande 2 fois de jouer Don Juan, c'est pas tout à fait ordinaire. Non, mais j'ai jamais réussi. Et je j'ai jamais réussi Don Juan. Je me suis toujours heurté à Sganarelle, qui... C'est drôle, comme en France, il y avait quelque chose qui marche. Je sentais quelque chose qui n'allait pas. J'aurais voulu en parler un jour avec Roger, mais il n'avait pas le temps. Il trouvait ça intéressant, cette discussion. Qu'il y a parfois dans des pièces des rôles qui nuisent aux autres. Et je trouve que Sganarelle nuit à Don Juan, pas le personnage, mais le comédien. Parce que Sganarelle est un rôle fait tellement de liberté, de choses, où, où le populaire se retrouve tellement que Don Juan paraît un chiant, un peu. Et c'est drôle, c'est un faux beau rôle, Don Juan, je trouve. Le vrai rôle de théâtre, de comédien, c'est Sganarelle. Don Juan, je sais pas si ça se joue, ça. Je sais pas si ça se joue. En tout cas, j'ai jamais vu jouer bien Don Juan. J'ai vu plusieurs Don Juan, j'ai toujours vu Sganarelle. Mais pour en revenir au TNP, donc tu as vécu les principales mues, en fait les principales transformations de ce Oui, théâtre de la cité qui va devenir TNP oui, en 1973, je crois. Et puis effectivement, Planchon souhaitera s'associer à Chéreau, puis plus tard à Lavaudan. Euh, euh, Tu parles de l'arrivée de stars, mais tu veux dire quoi par là quand tu dis oh, il y a eu des stars, il y avait, comment ils s'appelaient, oh, je sais pas, il y a eu beaucoup de stars qui sont arrivées et avec Chéreau. qu'est-ce que ça a C'est Chéreau, ça. signifié? C'est Chéreau, ça. Ça fait, c'est que sur le plateau, on avait parfois des gens de renommée, et les gens venaient d'un seul coup. Les gens venaient plus voir euh, le théâtre de la Cité ou le TNP, on venait voir des stars. Et Chéreau a amené ça, quelque part. J'aime pas beaucoup Chéreau, moi, je te dirais, franchement. Oui, mais est-ce que c'est pour des raisons relationnelles, personnelles, ou pour des raisons simplement d'orientation, Les deux, d'idéologie, les les deux, deux, les deux. les deux, oui. Et donc tu vas poursuivre, donc on aura l'occasion de développer ça euh, ailleurs, mais tu vas poursuivre tout en travaillant comme comédien dans des productions de Chéreau ou surtout de Planchon, cette activité que tu as initiée avec le Dickens. Tu vas aller chercher Maupassant, tu vas aller chercher Tchekhov, etc. Euh, euh, à l'époque, c'est perçu comment Un, par un la peu troupe, étonné. par les metteurs en À scène? les metteurs en scène, je crois que Roger a aimé beaucoup ça. Il a écrit sur moi des choses très Oui, chouettes d'ailleurs là-dessus. oui. Et il aimait ce travail-là. Je crois que qu'il aimait pas beaucoup les contes de Maupassant. Pas moi, mais ce que ça donnait. Le reflet de tout ça, cette chose rurale un peu. Bah, il était il est lui-même d'origine paysanne, donc peut-être Ouais. qu'il avait Mais il aimait pas une beaucoup ça. critique, une Ouais, distance par oui. rapport à Maupassant et sa Mais, représentation. mais il aimait beaucoup. Enfin, il a écrit une chose sur moi. Tu vois, tu as lu une chose. Oui, Le pauvre petit Gérard. non, c'est un beau texte. Un beau C'est texte, un oui. très beau texte. Et en fait, ce qui est intéressant aussi peut-être, c'est à quel moment tu t'es progressivement détaché du TNP? Qu'est-ce qui a fait que tu quittes Villeurbanne, que dans les années 80, après avoir continué à beaucoup jouer, bon, c'est quand même un long bail de toute façon, hein, donc c'est pas en soi étonnant, mais est-ce que, est-ce que ça a à voir avec pas seulement ton évolution, mais aussi l'évolution du théâtre? Les deux. L'évolution du théâtre et le TNP est devenu après un endroit où on recherchait. Voilà, c'est la lutte Chéreau qui a foutu la merde. Parce qu'avant, on était une troupe,
vraiment, avec Mac. C'était une troupe, la troupe de Planchon. On était une famille. Et d'un seul coup, Chéreau, oui, Chéreau est arrivé et il a fait venir des gens de grand talent. On n'a plus retrouvé les relations qui faisaient qu'on montait une pièce et qu'on avait un rapport avec les uns et les autres. Il y avait plus ce même rapport, c'était comme si on serait monté à Paris et on montait une pièce, un peu. Et je crois que Chéreau a beaucoup, beaucoup, beaucoup imprégné ça. Et, et que Roger, pour nous, il a déposé les armes. Parce qu'il s'est trouvé devant un gars qui a plein de talent, qui avait beaucoup, qui était un poète de la scène, un poète vraiment avec son décorateur, il faisait des choses admirables. Et que Roger s'est posé des questions lui-même sur le TNP, sur lui en tant que metteur en scène. Et d'un seul coup, il a commencé même à jouer. La première mise en scène de Chéreau, c'est Planchon qui joue un petit rôle. C'était pas son abdication, mais une reconnaissance de quelqu'un, comme si on leur aurait dit, bon, moi j'ai fait mon temps, maintenant c'est quelqu'un d'autre, et je lui passe la main. Chéreau l'a senti, et je sais pas comment dire, c'était plus ça, c'était plus la compagnie, c'était autre chose. Et on est partis les uns après les autres. Oui, mais toi, tu es resté quand même à ce moment-là. Et est-ce que tu étais là lorsque Georges Avaudan est arrivé? Charles Labaudin, il n'a jamais été au tête de la Oui, cité. non, mais il a été au TNP, il a été Oui, comme Chéreau, c'est ça. co-directeur. Je crois que tu étais déjà parti, ou Oui, bien? j'étais Tu étais déjà déjà parti, parti. oui. Ouais, donc t'es parti au début des années 80, en Oui. fait. Ouais. Je me rappelle plus où j'ai été d'ailleurs. Bah là, je crois que c'est là que tu vas commencer ta trajectoire Oui, c'est ça. de jeune homme indépendant. Je Indépendant. pense que tu fais notamment le cabaret avec Savary. Et oui, bien contrairement à ce Euh, que je m'en suis vu avec ça, même Roger et tout le monde se moquaient de moi. Oh là, Savary, Savary, Savary. Moi, c'était pas Savary. J'aimais beau. Je voulais faire de la comédie musicale. Et savoir chanter, savoir en mesure, jouer, ça m'apportait beaucoup. J'ai aimé beaucoup la comédie musicale. Et Savary m'aimait bien. On se connaissait depuis longtemps d'ailleurs. Je l'ai connu quand lui, il avait sa petite troupe et qu'il faisait aussi. ouais. Il faisait des tournées un peu partout Mm. dans des petits trucs. J'en ai beaucoup bavé. Je me suis des une mésentente avec le chef d'orchestre. Pas une mésentente, c'est que je n'étais jamais bien dans le rythme. Et lui, c'était un maniaque du rythme. Il avait raison. Et non, j'ai appris beaucoup. Je suis certain qu'à la comédie musicale, j'ai appris autant que si on avait monté un Shakespeare. Il y avait des choses que je connaissais pas sur le rythme, chanter en rythme, jouer, savoir jouer, rupture de jouer, rupture chantée, danser, tout ça que j'aimais bien. Moi j'avais un rêve, c'est de faire des claquettes. C'était mon grand rêve. J'adore. Quand je vois les Américains faire des claquettes, je suis en extase. Quand je vois comment il s'appelle ce grand. Jane Kelly. Hein? Jane Kelly. Gene Kelly, mais à l'autre. Fred Astaire. C'est des grands danseurs. Bon, il t'avait pas donné non plus n'importe quel rôle Non. dans Cabaret. Oui. Ça m'a plu aussi, ça. Mais c'était mal vu, donc le fait que tu ailles avec un Oui, metteur en scène considéré comme un amuseur, absolument. considéré Un comme amuseur quelqu'un public. Et même chez Planchon, tu sais, tous les copains de Planchon m'ont dit, c'est pas bien ce que tu fais. Il y a eu un seul qui a été, je répétais, à Paris, avec, avec Savary, et il y avait Planchon, Claude Brasseur et Michel Bataillon qui se réunissaient dans un bureau pour parler, pour je sais pas de parler de quoi. Quand j'ai su ça, moi j'ai sorti, je suis monté 4 à 4 l'escalier pour leur dire bonjour. Planchon m'a dit bonjour, bonjour. Et Claude Brasseur m'a pris dans ses bras, il m'a dit bravo, c'est bien ce que tu fais là. C'est le seul qui me disait c'est bien ce que tu fais, de choisir ça aussi. Et ça emmerdait les Michel Bataillon, les, les, les purs et durs, n'aimaient pas ce que j'avais fait. J'avais faire ce choix.
Puis de toute façon, en l'occurrence, c'était aussi l'occasion pour toi de revenir une fois encore sur cette période qui est une période évidemment essentielle de ta vie, mais alors dans le personnage d'un juif, puisque si je ne m'abuse, c'est cette pièce où c'est la nuit de cristal, la nuit des pogroms, et où les Exactement. nazis fracassent toutes les vitres, Oui. et notamment celle du personnage que tu joues, quoi. Oui. Donc et est-ce que Lisa Minnelli, elle a vu le spectacle? Ah oui, bah, je dois le dire parce que ça fait un peu, pour ceux qui nous écoutent, c'est des copains, ça va faire gros ce que je vais vous dire. Et pourtant, c'est la vérité. Je vous jure que c'est la vérité, j'en reviens pas moi-même. Lisa Minnelli est venue à Paris, quand on joue à Paris. Elle est montée sur la scène, elle disait bonjour à tout le monde. Et devant tout le public, je jouais un petit rôle, il m'a dit, voilà celui que je préfère. Il m'a désigné. Elle parlait de toi? Ouais. Mais non, ouais. Et ça a été un coup pour moi. Mais alors, je savais pas. Alors là, j'ai eu des amis, mais des sacrés ennemis. Il y a des Ah gens ouais, dans dans la troupe même. même qui m'en voulaient à mort, qui me disaient, t'en as fait des tonnes, bien sûr, des choses comme ça. Tout ce qu'on n'aime pas dans ce métier. Mais alors, en Mais moi, fait, ça m'avait beaucoup. C'est pas, ça fait partie des, des petites gloires des comédiens, des petites choses futiles. Ne serait-ce que quand on rencontre une star qui vous dit que vous êtes bien, on a beau dire que tout ça c'est ben non, moi ça m'a fait un grand plaisir. Je me rappelle que j'étais ému aux larmes et que j'ai pas dormi de la nuit. Et je me disais pas que j'étais un grand comédien, mais je me disais que j'arrivais dans ma vie à quelque chose qui était, moi qui venais, je savais plus parler, je savais rien. Maintenant, je me mets à danser, à chanter, à tout ça, à parler librement. Tout ça s'est rejoint dans les meilleurs moments, comme dans les plus. Il y a toujours eu un point de retour au camp, à mon retour des camps. Toujours, toujours. Et ce point a toujours été. Maintenant, je sais plus où j'en suis. C'est stable maintenant. Mais j'entends la mort maintenant. c'est-à-dire J'attends. quoi, j'attends la mort? Bah parce que j'ai 84 ans et que je vais bientôt crever, je le sais ça. Je le sens que je vais bientôt crever, mais je voudrais bien crever en dormant. Tu vois, pas crever avec toutes Bon, ces c'est-à-dire en magrésions. dansant. Non, en dormant et pas me réveiller. Tranquille, tranquille. Une mort tranquille. Mais ça, j'ose en parler comme une chose vraie, vraiment. C'est drôle. J'ai d'autant pas peur de la mort que je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à toutes ces histoires de paradis et de choses. Par contre, je crois que j'ai vu, et ça à Buchenwald, c'est ma grande école. Par contre, croire à ça, ça a aidé beaucoup de gens. C'est un miracle qui est là. Que même si Dieu n'existe pas comme pour moi, c'est quand même l'idée de ça est une nécessité dans les gens de croire à ça ou que ça existe quelque part. Et c'est une nécessité pour ceux qui cassent du bois là-dessus et qui détestent et qui font le contraire. C'est une chose qui est qu'on n'a aucune preuve. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais moi, je crois beaucoup, pas à Dieu, mais je crois que c'est une nécessité peut-être. On a besoin de croire à quelque chose dans la vie, autre chose, Mais quelque puisque toi, part. tu crois pas, alors, Ben oui, et je crois aussi. Je ne crois pas à Dieu, mais je crois à l'idée de ça. À l'idée. Je ne crois pas à Dieu, mais je crois à l'idée qu'il y a une espèce de force en nous dont on a besoin. Mais je l'ai vu dans les camps. Quand j'en suis sorti, quand j'en ai parlé, je me suis marré un peu là-dessus, puis maintenant je me marre plus. J'ai vu des gens mourir. Je sais pas si ça existe pas, je m'en fous. Mais en tout cas, pour ceux qui y croient, ça les aide vachement à mourir. Ça les aide. Ou alors on meurt dans la chienlit en gueulant. Mais c'est pas mourir tranquillement. Je crois qu'on croit à des choses. Il y a des choses qui existent, je suis certain, au-delà de nous. C'est une expression personnelle au-delà de nous. Quelque chose qui navigue quelque part. Je sais pas si c'est Dieu, je sais pas si c'est. Je sais pas. mais quand tu dis que depuis, C'était drôle. des quoi? Je m'embarrasse Non, non, là-dedans. mais quand tu Je sais dis que pas quoi dire. depuis, au fond, tu as dit depuis Cabaret,
où la question où le souvenir des camps est revenu et en même temps a été apaisé, hein, c'est un peu ça que tu laissais entendre, mais ça n'a cessé depuis cette époque, au fond, enfin depuis le début, depuis les camps ont toujours fait retour. Oui. Et ont disparu, enfin disparu, ont été mis à distance, ont fait retour, ont été mis à distance. Et puis tu as dit qu'à partir de Cabaret, semble-t-il, à partir de ces années-là, donc on est dans le milieu des années 80, ça s'est aplani. Enfin, tu vois ce que tu as dit, qu'au fond, ça n'avait plus la même place dans ta vie, dans ta mémoire, dans tes rêves. Ah, c'est très. Je peux pas parler de ça parce que c'est très confus et c'est très complexe. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est quand tu vois des gens très âgés qui ont fait 14-18, qui se sont traînés dans des tranchées dans la boue et tout ça. Et quand on parle de ça, on dit ah oui, ah oui, oui, comme 14-18 quoi. On se moque pas, mais comme si ces choses-là c'était bon, on va pas en faire un panier de tout ça. Moi, vous savez, je suis sans boulot depuis que je crève de faim, j'ai une famille, tout ça, ça me paraît. C'est drôle comme ces choses-là n'ont pas respecté seulement, mais c'était important humainement. On a traité pour la première fois des gens humains comme du bétail, comme rien, où nous on a enlevé toute dignité. Et moi, c'est pas les atrocités qui m'ont frappé, c'est pas c'est nous enlever la dignité. Il n'y a rien de pire pour un être humain, pour moi, d'enlever la dignité. J'en ai beaucoup souffert, même dans le travail. J'ai toujours eu beaucoup envers des gens qui avaient du talent, comme Jean ou avec Roger Planchon, d'humilité, même trop d'humilité, qui m'a empêché de trouver des choses. Et puis qui peut aussi générer des mauvaises humeurs Oui, aussi. trop comme ça. Parce que je sais pas comment expliquer ça. C'est pas d'être reconnu, c'est pas d'avoir la compassion parce que quelqu'un a passé. C'est pas parce qu'on a fait les camps de concentration qu'on est, je sais pas, qu'on a découvert. Mais il y a quelque chose qui est un rapport avec ça et des gens qui détruisent pas ça, mais qui font. C'est pas pour dire ah c'est formidable, vous êtes un déporté, vous êtes merveilleux. Ça aussi c'est chiant. Mais c'est chiant aussi de dire vous avez été pendant la guerre déporté. Ah oui, c'était dur, hein. Ah oui. Quand tu entends cette chose légère, quand tu as vu des gens crever la bouche ouverte, et t'entends ça, ça me révolte quelque part. Et en même temps, on ne peut pas expliquer toute l'horreur, toujours l'horreur des choses. Est-ce que ça donne raison? Est-ce que ça donne raison? Ces gens aussi, là, ils veulent peut-être pas entendre parler de ça parce qu'ils ont pas, ils ont d'autres emmerdes dans la vie, ils sont sans boulot, je sais pas. Et tout ça, c'est, je sais pas, tu me parlais de Coluche tout à l'heure. Voilà un monsieur que j'ai beaucoup écouté. Sous son côté riant, qu'est-ce qu'il a dit comme chose, le salaud? Vrai. Voilà un homme digne, je crois, Coluche. C'est un homme qui était capable de, de plaisanter jusqu'à même à l'insolence, et en même temps on sentait que, en fin de compte, il faisait le procès des gens qui faisaient ça, je me semble, moi. J'aurais bien aimé rencontrer un bonhomme comme ça. Pour moi, c'est Coluche, ça fait partie des, je sais pas, comme Laurence Olivier, ça fait partie des grandes personnalités qui ont inventé un rapport avec les gens, un nouveau rapport, mais vrai, qui font mal en riant, et qui font très mal. Et ça m'étonne pas, ce rapport qu'il a eu avec les gens qu'il a installés pour faire bouffer des tas de gens. Ça m'étonne pas du Les tout de restos du lui. cœur. De Resto du Cœur. Ça m'étonne pas du tout, du tout. Non, c'est un monsieur que j'aurais beaucoup aimé rencontrer, et en même temps, je sais qu'il m'aurait dit qu'est-ce que tu veux, merdeux? Il m'aurait dit un truc comme ça, je sais pas moi, tu vois. Et j'aurais eu tort de prendre ça mal. Juste Je sais pas, je fais conclure comme ça, pour une petite- conclure momentanément, puisqu'on parlait du texte de Planchon. Alors j'ai effectivement trouvé ce texte-là.
qui est un Quel texte, texte? le texte de Planchon à ton sujet, Ah bon? qui date de 1970. Et alors, il dit la chose suivante. Dans la Et- tentative de Gérard Guillaumat, le spectaculaire surgit de la sobriété et de la rigueur. L'art du comédien est l'objet même du spectacle. Il ne faut pas confondre cette performance avec celle des artistes de music hall. On voit bien le mépris pour le music hall. Mhm. Ici, le talent n'est pas au service de l'interprète. Gérard Guillaumat reste un interprète au service d'un auteur, tout comme il fut pour notre plaisir au service de Molière, de Shakespeare ou de Tchekhov. Mais un peu plus loin, c'est par rapport à cette notion d'hésitation et d'inquiétude permanente que tu évoquais. Il dit, mais je parle un peu trop cérémonieusement, mais ça date quand même, ça a 37 ans, hein, de ce Gérard qui est, le saviez-vous, si gentil et si fou de théâtre. Depuis quelques années, il est un des comédiens les plus solides de notre compagnie, et c'est un ami. Aussi sera-t-il étonné comme il sait si naïvement l'être, car je vais écrire que je l'admire. J'ai pu l'écrire, car son étonnement s'effacera, et nous retrouverons un Gérard inquiet, Oui, redoutant que cette admiration ne oui, soit pas oui, sincère. exact. Oui, Mais c'est une permanence chez toi, ça. toujours, à une permanence, toujours. Avec forte Oui, protestation, nous le rassurerons un peu, puis, lassé, nous l'abandonnerons. Car Gérard, il a très raison. sincèrement tourmenté, aura découvert 1000 raisons de remettre son travail en question et de reprendre ses répétitions. Moi, tu sais, j'ai travaillé avec des gens tellement de talent que je suis certain, et je le dis très sincèrement, ça, je suis pas un bon acteur. Je suis quelqu'un qui aime le théâtre, beaucoup, mais je suis pas doué. Il fallait que je travaille beaucoup pour arriver. J'ai fait semblant d'être doué devant des gens qui étaient doués. Je faisais comme eux. Si je veux dire la vérité, je suis un raté réussi, qui a réussi. Un raté, pas dans le théâtre, pas dans, mais en moi-même. Et tout ça, ça vient des camps, à cause des camps, le vouloir vivre. Et c'est vrai que faire du théâtre, c'est vouloir vivre, c'est de vivre des choses insensées que tu n'es pas, que tu ne seras jamais, mais tu n'es pas, mais seulement si tu les comprends, tu t'en approches. Mais à t'entendre, on a l'impression qu'à la fois les camps, ça a été une double punition. C'est-à-dire que Oui, c'est comme une punition que tu t'imposes oui, après après, celle qu'on t'a imposée. oui. Il y, C'est a il pas y a une de ça un punition. peu. Non, mais non. Je ressens ça Et comme puis en ça. même temps, tu en parles comme d'un espace où tu t'es, enfin, à partir duquel tu as construit toute ta vie. Mm, Mais il y a les deux choses qui oui. cohabitent. Mais j'aime ce que c'est contradiction. J'ai toujours aimé la contradiction. J'aime pas la vérité pure comme ça me fait chier. Les contradictions, c'est les vrais rapports. C'est des vrais rapports qui sont difficiles à vivre. Difficiles à vivre, mais en fin de compte, c'est vrai. C'est vrai. Avec les copains, est-ce que tu as un vrai copain dans la vie? Je sais pas. Mais tu en as besoin. Tu interprètes un copain. Et tu lui demandes d'interpréter. Je dis pas que tout est un jeu, mais je me pose la question de ce qu'on cherche dans les théâtres. Toujours une vérité, une sincérité. Pourquoi on ne la chercherait pas dans la vie? En dehors du théâtre, dans nos rapports. Pourquoi? On joue. On joue bien, parfois on joue mal. Mais bon, ce que je dis, c'est peut-être un peu banal. Non, c'est la question de la sincérité. La sincérité, de toute façon, c'est pas un critère au théâtre. Non? Je pense que ça devrait être un critère dans la vie, Oui? mais c'est pas forcément un critère au théâtre. Non? Moi, j'ai appris une chose au théâtre. J'ai joué tellement sincère, sans savoir ce que je disais réellement. Mais avec qui tu jouais sincère? Ah, j'ai d'acheter. Bon, J'ai joué d'acheter. Et puis, Planchon m'a intéressé à l'intérieur de ce que je disais, à la compréhension de ce que je disais. Là, j'ai touché quelque chose de sincère. Parce que je comprenais, j'étais, comment dire, responsable de ce que je disais. Au lieu d'être simplement sincère. Comme, oh, je suis sincère, je t'aime. Ah oui, c'est bien ça, ça me fait chier. Et j'ai fait longtemps ça, j'ai cru longtemps à cette sincérité-là. J'en avais besoin, une sincérité un peu superficielle. Puis d'un seul coup, le rapport avec Planchon, surtout
avec Planchon, qui n'a jamais été un prof pour moi, mais qui a été un moment de sa vie, plus maintenant. Ah non, je l'ai vu dernièrement, c'est catastrophique. Mais ça ne m'étonne pas. Mais il y a eu un moment, la tête rasée, il buvait des litres d'eau, il était sur scène comme ça, comme un... Il ne parlait pas de sincérité, de droiture. Il fallait, c'est la violence des rapports avec lui que j'ai appris. Et c'est beau ça. C'est une vérité, une violence. La violence des rapports. Qu'est-ce que tu dis de l'émotion au théâtre? Ça, c'est un drôle de truc que je vis pas plus ou moins bien. Je me méfie beaucoup de ça, dont je suis souvent responsable. Il me semble que parfois l'émotion est un lit douillet où on se prélasse et tout le monde aime. Oh, c'est tellement d'émotion. Et je voudrais trouver l'émotion plus grave, plus violente, et j'ai jamais bien trouvé ça. Si j'ai une émotion, je sais pas d'où ça vient, toujours des camps. Une émotion devant quelqu'un qui vit bien quelque chose. Une émotion d'essayer d'être du côté des gens qui sont pas forts, qui sont peut-être, quand on raconte une histoire, dans Dickens, il y a des pauvres gens, j'ai envie d'être avec eux, dans Tchekhov. Mais voilà, cette émotion, elle est pas facile et redoutable même. Ça se fabrique, l'émotion aussi, ça peut être un divertissement odieux du jeu. Alors je me pose la question, est-ce que nous, en tant que comédiens, on n'est pas un peu comme ça? On joue un jeu dangereux entre la vérité, la sincérité et le mensonge. On balance, et en fin de compte, je me dis, c'est peut-être ça la vie. Qui est-ce qui est sincère dans la vie? Nul, personne. Je m'emmerde tout ça. Mais trouver une vraie émotion, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si ça existe vraiment. Une émotion, c'est pas de l'apitoiement sur une phrase tellement bien écrite qu'on ressent une émotion sincère. Même ça, c'est terriblement. L'émotion, c'est vraiment, on touche du doigt la sincérité du comédien. Je sais pas jusqu'où elle va. Je sais pas où elle s'arrête d'être fabriquée. C'est très bizarre, l'émotion. La sincérité, l'émotion. D'un seul coup, quand on veut parler profondément des choses, moi je me sens toujours un peu parfois, un peu, je sais pas, mutilé. Parfois je mens. Puis je sais que je mens. Je sais que je mens, mais je mens avec délice. Ça plaît. Et ça me plaît. Merci Gérard.